Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut vite devenir une source de stress, la déclaration de patrimoine en Israël, ce qu'on appelle l'Hatzaraton. Le vrai casse-tête, c'est quand on se retrouve avec de l'argent dont l'origine est, un peu floue. Et c'est là qu'on peut être tenté par de fausses bonnes idées. On va justement voir ensemble pourquoi ce sont de très mauvais calculs. C'est un scénario vraiment classique. On reçoit ce fameux courrier du fisc. On commence à rassembler tous les papiers, à faire les comptes, et là, tout à coup, bam, un trou dans la raquette. Une somme qui sort de nulle part, impossible à justifier, et là, forcément, c'est la petite goutte de sueur, la panique qui commence à monter. C'est précisément à ce moment-là que l'idée d'une petite astuce ou d'un truc peut paraître super séduisante. Ce qu'on va faire, c'est décortiquer ces prétendues solutions miracles pour comprendre pourquoi, en réalité, elles sont souvent un aller simple pour les ennuis avec le fisc. Allez, première tactique, et c'est sans doute la plus répandue, essayer de faire passer les choses par la famille. Ça a l'air simple, presque logique, mais en fait, c'est souvent un piège qui se referme. L'idée est assez simple sur le papier, hein. On prend une somme d'argent, on la dépose sur le compte d'un parent, d'un frère ou d'une sœur, et un peu plus tard, cette personne nous rend l'argent sous la forme officielle d'un prêt ou d'un cadeau. Et voilà, l'origine des fonds semble toute propre, toute justifiée. Sauf que ce n'est qu'une apparence. Et c'est là qu'on voit le décalage complet entre ce qu'on espère et ce qui se passe en vrai. L'espoir, c'est que ça reste une petite affaire de famille, discrète, ni vue ni connue. Mais la réalité, elle est beaucoup plus pragmatique. L'inspecteur, son premier réflexe, ça va être de demander les relevés de compte de ce fameux proche. Et là, forcément, le virement initial, celui qui a servi à alimenter le compte, il va sauter aux yeux. Et tout le montage s'écroule comme un château de cartes. Le conseil de notre source est donc très direct et sans appel. Oubliez cette idée, et vite. C'est le genre de stratégie que les inspecteurs du fisc voient arriver de très très loin. Et attention, ce scepticisme s'applique aussi aux fameuses attestations sur l'honneur signées par des proches qui vivent à l'étranger. Un autre piège assez classique, faire un don à quelqu'un et ne pas le déclarer. Si la personne qui reçoit l'argent est honnête et le déclare de son côté, le fisc va se tourner vers le donateur et demander « Dites-moi pourquoi cette sortie d'argent n'apparaît nulle part dans vos comptes ». Bon, passons à une autre idée reçue qui a la vie dure, celle qui consiste à croire que le temps et la distance géographique sont des alliés, qu'ils peuvent effacer les traces et garder des actifs bien à l'abri du regard du fisc. Il y a deux erreurs de jugement qui reviennent souvent. La première, c'est de se dire « Oh, ça fait des années, ils n'iront jamais comparer avec mes anciennes déclarations ». La deuxième, c'est de croire que des biens ou des comptes en banque hors d'Israël sont comme invisibles. Ce qu'il faut vraiment intégrer, c'est que l'administration fiscale israélienne, aujourd'hui, elle est équipée. Elle a des outils informatiques puissants qui peuvent comparer des déclarations sur des dizaines d'années et repérer la moindre petite incohérence. Le temps, en fait, ne joue absolument pas en faveur du contribuable. Et pour ce qui est des biens à l'étranger, l'idée d'un refuge sûr, c'est un mythe complet. Il existe des accords internationaux d'échange automatique de données bancaires. Concrètement, ça veut dire que le fisc israélien a une visibilité quasi totale sur ce que les résidents israéliens possèdent hors du pays. On en arrive maintenant à un très grand classique des excuses pour justifier l'apparition soudaine d'une belle somme d'argent liquide. Une excuse qui sonne presque comme un scénario de film. L'argument du gain au casino. C'est vrai que c'est une explication qui peut venir à l'esprit pour justifier du cash non déclaré. Le problème, c'est qu'elle a une faille, une très grosse faille. On pourrait se dire que le fisc va se contenter de ça. Sauf que non. La jurisprudence israélienne sur ce point, elle est très claire. Pour évaluer la réalité d'un gain de jeu, il faut regarder l'équation dans son ensemble. C'est-à-dire les gains, oui, mais aussi toutes les pertes. Et c'est là que ça se complique. Comme le dit le vieil adage, que la source reprend d'ailleurs, à la fin, c'est presque toujours le casino qui gagne. Donc, essayer de prouver un gain net, important et surtout durable, c'est statistiquement tellement improbable que ça en devient très peu crédible pour l'administration fiscale. Changeons un peu de registre. Parfois, la tentative de fraude n'est pas une manipulation très complexe, mais juste un oubli. Un oubli volontaire, bien sûr, qui concerne des biens qui ne sont pas de l'argent liquide. La tentation peut être grande de ne pas mentionner un coffre-fort qu'on loue à la banque, ou bien des objets de valeur qu'on a chez soi, comme des bijoux, des montres, des œuvres d'art. Après tout, comment le fisc pourrait-il le deviner ? Pour le coffre-fort, la méthode de détection est d'une simplicité, mais alors vraiment désarmante. Disons qu'on oublie de le mentionner dans la déclaration, ok. L'inspecteur, de son côté, il fait juste son boulot. Il épluche les relevés bancaires. Et qu'est-ce qu'il va trouver en cherchant un peu ? Une petite ligne de dépenses récurrentes, les frais de location du coffre. Et voilà, fin de l'histoire, c'est aussi simple que ça. Et pour les objets de valeur à la maison, c'est exactement le même principe. On ne les déclare pas au fisc. Mais
Est-ce que ces objets sont assurés? Si la réponse est oui, l'inspecteur peut tout à fait demander à voir le contrat d'assurance habitation. Et bien sûr, sur ce contrat, tous ces biens de valeur seront listés et même évalués. Bon, maintenant qu'on a passé en revue toutes ces astuces qui, on l'a vu, n'en sont pas vraiment, quelle est la conclusion? Quel est le coût réel de ces tentatives de dissimulation? Ah, et il faut aussi mentionner la manœuvre de la dernière chance. Quand on sent que l'étau se resserre, on fait vite des virements à des amis ou à la famille. C'est complètement inutile. Le fisc examine les relevés sur une longue période. Ces transferts de panique, tout ce qu'ils vont faire, c'est allumer un gros gyrophare rouge de plus sur le dossier. Tout ça nous ramène à la question de fond. Quand on met dans la balance le très faible espoir que ces combines fonctionnent et la quasi-certitude d'être découverts, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? La conclusion de la source est vraiment sans équivoque. Ces petits trucs ne sont pas du tout des solutions. En fait, ce sont plutôt des raccourcis pour déclencher un contrôle fiscal et un contrôle approfondi. Au final, on peut toujours essayer de cacher son argent, de cacher ses biens, mais la seule chose qu'on ne peut jamais cacher, c'est l'audit fiscal qui, très souvent, finit inévitablement par arriver derrière.